Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie l'association A2MCL pour l'organisation de ce colloque et également pour tout le travail qu'ils font évidemment auprès des patients et de leurs aidants. Je pense effectivement aussi que c'est important en tant que soignant de communiquer autour de l'existence de ces associations. Parce qu'on se rend bien compte du bénéfice même immédiat en consultation quand on peut, à la fin de la consultation, pouvoir faire le lien avec ce qui va se passer après l'hôpital. Et donc, c'est très important de bien penser, je pense, à communiquer autour de l'existence de cette association-là en particulier. Donc, effectivement, je suis Sophie Dautrico, donc je travaille principalement en consultation mémoire et au centre de recherche clinique, ainsi qu'à l'unité cognitivo-comportementale. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche. Donc, il n'y aura pas de résultats à vous présenter, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous a conduit à mettre en place cette étude qui va débuter donc dans les prochains mois à Lyon, mais aussi à Caen. Voilà, donc on en a parlé surtout principalement ce matin, mais donc comme vous le savez, les symptômes neuropsychiatriques sont extrêmement fréquents, notamment dans la maladie à corps de Lévy. Il peut s'agir entre guillemets d'une simple apathie, même si elle peut aussi être très problématique pour le quotidien. Ça peut aller jusqu'à de l'irritabilité, voire de l'agitation, de l'agressivité. On a aussi beaucoup évoqué la problématique des hallucinations, des idées délirantes. Et au-delà de l'impact, évidemment, que ces symptômes peuvent avoir sur les patients et sur leurs aidants, on sait maintenant, à partir de plusieurs études, qu'il y a un lien direct, une association entre la présence de ces symptômes et l'augmentation du risque de mortalité pour les patients, mais aussi du risque d'entrée plus précoce en institution, donc en EHPAD. Et également, des études montrent un lien avec le déclin cognitif et fonctionnel. Donc plus les symptômes neuropsychiatriques finalement sont sévères, plus le risque de déclin cognitif et fonctionnel va être important pour les patients. Et il y a également une étude qui a été faite dans notre centre en consultation mémoire, dont on voit les résultats ici, et qui montre bien un lien direct entre la sévérité des symptômes neuropsychiatriques et le fardeau finalement pour les aidants. Donc c'est évidemment très important de les comprendre. Et même si on sait que ces symptômes sont présents pas que dans la maladie à corps de Lévy, on sait qu'il y a également beaucoup de troubles du comportement, de symptômes neuropsychiatriques dans la maladie d'Alzheimer. La particularité quand même dans la maladie à corps de Lévy, c'est à la fois leur fréquence, mais également leur précocité, leur sévérité, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, le caractère fluctuant de ces symptômes. Donc là, on peut voir par exemple sur cette étude que pour de nombreux symptômes comme par exemple les hallucinations, mais aussi les idées délirantes, la dépression, les troubles du sommeil bien sûr, on voit que les patients avec une maladie à corps de Lévy en rouge ont une fréquence de symptômes qui est bien sûr augmentée par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans notre étude, on s'intéresse à une structure particulière qui est donc le locus coeruleus, qui est finalement en fait un noyau qui est situé au niveau du tronc cérébral. Donc, comme vous voyez ici en rouge. Voilà. Et donc, cette structure, c'est la source finalement principale d'un neurotransmetteur qui est la noradrénaline au niveau cérébral. Et beaucoup d'études, notamment chez l'animal, ont montré que cette structure était vraiment indispensable pour tous les processus de régulation comportementale, de régulation émotionnelle, psychoaffectif, mais également de régulation de l'attention et du cycle veille-sommeil, donc autant de processus qui vont être affectés, bien sûr, dans la maladie à corps de Lévy. Et donc avec notamment les étudiants du DIU MA2 que je remercie, on avait fait une étude une revue de littérature pour un petit peu voir tout ce qui avait été fait au niveau de cette structure. Et finalement, on sait que c'est une structure qui va être atteinte très précocement, à la fois dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy. Donc là, ici, vous voyez à gauche, donc c'est une étude de neuropathologie qui représente en noir les neurones finalement dans le locus coeruleus. Et on voit que chez les sujets contrôle, il y a beaucoup de neurones. Et puis, chez les patients avec un trouble neurocognitif léger, il y en a beaucoup moins. Et puis, au stade de maladie d'Alzheimer, la perte neuronale dans le locus est très importante.
Si on regarde à droite ce qui se passe chez des patients avec une maladie à corps de Lévy, on peut voir que la perte neuronale au niveau du locus ceruleus est encore plus importante finalement, comme on le voit ici tout à droite, que chez les patients avec une maladie d'Alzheimer. Donc c'est une structure qui semble en tout cas très importante dans la physiopathologie de ces deux maladies. Donc si on s'intéresse aux lésions, comme on en a parlé tout à l'heure, des protéinopathies, ce qu'on peut retrouver, toujours sur des études neuropathologiques, donc post-mortem, qui sont faits après le décès du patient. Donc, je ne vais pas préciser, mais effectivement, là, c'est sur des coupes histologiques qui sont réalisées après en post-mortem. Et donc, on peut retrouver chez des patients avec une maladie d'Alzheimer des inclusions de protéines tau au sein du locus ceruleus qui apparaissent de manière extrêmement précoce dans l'évolution de la maladie, probablement avant même l'apparition de ces lésions au niveau du lobe temporal interne, avec des hypothèses physiopathologiques sur le fait que ce serait même peut-être un des stades, une des régions finalement vraiment initiatrices de la maladie d'Alzheimer. Et il y a moins d'études dans la maladie à corps de Lévy, mais on voit également, donc là c'est l'image que vous voyez ici en bas à droite, du locus ceruleus, on retrouve des inclusions d'alpha-synucléine dans le locus ceruleus chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy, avec un lien direct avec la perte neuronale dans cette région. Alors, donc là, je vous ai montré des études de neuropathologie, mais ce qui est important, c'est finalement est-ce qu'on a la possibilité maintenant de visualiser ce locus ceruleus qui semble avoir une importance majeure dans la physiopathologie de la maladie à corps de Lévy? Alors, c'est maintenant possible, notamment par des séquences spécifiques d'IRM haute résolution qui sont sensibles à la neuromélanine. Et donc, ça, c'est notamment le travail de l'équipe de recherche neuroprésage, Dr Gaël Chetla à Caen, qui a beaucoup travaillé en neuroimagerie dans les maladies neurodégénératives et qui a pu développer avec le docteur De Flores une segmentation automatique des locus ceruleus sur des IRM en coupe pondérée T1. Donc, c'est-à-dire qu'une IRM cérébrale, comme on peut le faire voilà, en pratique clinique, mais avec des séquences spécifiques et qui permettent d'obtenir, comme vous le voyez ici, un signal qui apparaît ici en blanc, où on peut visualiser directement le locus ceruleus et ensuite mesurer l'intensité de ce signal en le comparant avec une autre région de référence, comme ici généralement la protubérance, ce qui permet en fait d'avoir une mesure indirecte du volume du locus ceruleus. Donc là, on le voit par exemple dans les résultats d'une étude qui avait été faite à Centre Sainte-Anne, donc par Olivieri et collaborateurs, on voit que l'intensité du signal chez des patients avec une maladie d'Alzheimer, comme vous le voyez ici, est plus faible finalement que chez des sujets contrôle. Et donc c'est ce qu'on cherche à mesurer pour avoir un reflet indirect finalement de l'activité et de l'intégrité du locus ceruleus. Alors, est-ce qu'on a des données dans la maladie à corps de Lévy sur les liens entre l'altération de cette structure et les symptômes, puisque c'est finalement ce qui nous intéresse? Alors, on a très peu d'études, en fait, dans la maladie à corps de Lévy sur le locus ceruleus. On a, en tout cas, très peu d'études en imagerie. On a une étude en neuropathologie, donc en post-mortem, qui avait montré finalement que chez les patients qui avaient des hallucinations visuelles, en comparant aux patients corps de Lévy qui n'avaient pas d'hallucinations visuelles, la perte neuronale dans le locus ceruleus était beaucoup plus importante. Donc on a quand même l'impression que cette perte neuronale dans le locus ceruleus est vraiment impliquée dans l'apparition de certains symptômes neuropsychiatriques. C'était la même chose quand ils s'étaient intéressés à étudier les troubles du sommeil dans la maladie à corps de Lévy, ainsi que les fluctuations cognitives. Là aussi, à chaque fois, le groupe de patients avec ces symptômes avait une perte neuronale dans le locus ceruleus qui était plus importante. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on a quelques études cette fois en neuroimagerie, notamment cette étude d'une équipe espagnole de Falgas et collaborateurs, équipe de Barcelone, qui a retrouvé un lien direct entre finalement l'augmentation, la sévérité des symptômes neuropsychiatriques et la perte neuronale au sein du locus ceruleus. Et de manière assez intéressante dans cette étude, les patients qui avaient une maladie d'Alzheimer de début jeune, dont on sait qu'ils peuvent avoir souvent des symptômes neuropsychiatriques quand même plus sévères, avaient une perte neuronale qui était plus importante au sein du locus ceruleus. Donc finalement, à partir de toutes ces études, on s'est posé, on a émis l'hypothèse que finalement l'atteinte du locus ceruleus
était probablement associée à la sévérité des symptômes neuropsychiatriques dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy, avec probablement une atteinte plus importante, ou en tout cas différente, plus sévère dans la maladie à corps de Lévy, en lien avec des symptômes neuropsychiatriques qui sont plus sévères. Donc, ce projet de recherche, il a reçu le cofinancement de l'association France Alzheimer et de la Fondation Alzheimer. Donc, les objectifs sont de décrire et de comparer l'atteinte du locus coeruleus dans la maladie d'Alzheimer et dans la maladie à corps de Lévy, d'étudier les liens entre l'atteinte de cette structure et les symptômes neuropsychiatriques, et enfin de faire le lien avec les autres biomarqueurs de la maladie à corps de Lévy et de la maladie d'Alzheimer, puisque bien évidemment que le locus coeruleus n'est pas isolé dans le cerveau. Il y a des connexions qui sont très importantes avec des régions comme par exemple l'hippocampe, mais aussi l'insula ou encore le cortex préfrontal, qui ont aussi bien sûr un rôle dans l'apparition de ces symptômes neuropsychiatriques, comme on l'avait évoqué ce matin. Donc, cette étude est multicentrique puisqu'elle va se dérouler à la fois au CHU de Caen, coordonnée par l'équipe INSERM Neuroprésage du Dr Gaël Chetla, et aux Hospices civils de Lyon, à l'hôpital d'Escharpennes notamment, dans laquelle on va inclure donc, des patients avec une maladie à corps de Lévy, mais aussi des patients avec une maladie d'Alzheimer et des sujets contrôle à un stade soit prodromal de la maladie, soit de troubles neurocognitifs légers à modérés. Donc, au niveau des évaluations neuropsychiatriques, donc on va utiliser des questionnaires qui sont validés, qui ont été utilisés depuis de nombreuses années dans les études, et notamment le NPI, donc Neuropsychiatric Inventory, mais on va donc qui permet d'évaluer plusieurs symptômes neuropsychiatriques, mais on va aussi utiliser des échelles un petit peu plus récentes, notamment le MBI Checklist, qui a été notamment étudié et qui est en cours de validation en langue française par professeur Soto à Toulouse, et qui permet de détecter un petit peu et de caractériser les symptômes neuropsychiatriques de manière plus précoce. Donc, qui aussi va nous permettre de détecter et de bien caractériser ces symptômes. On va aussi utiliser des tests et des échelles qui vont plus spécifiquement étudier tel ou tel symptôme neuropsychiatrique, et notamment ce test qui s'appelle la Nose Pareidolia Task. Et donc ce matin, Maïté vous a parlé des pareidolies. Donc là, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va présenter aux patients des images comme celle-ci à gauche. Donc normalement, vous devez reconnaître un visage. Et on va présenter aussi aux patients des images comme celle qui est à droite où normalement, vous ne devez pas voir de visage. Et donc les patients avec une maladie à corps de Lévy vont assez facilement pouvoir reconnaître dans ces images soit un visage, soit parfois des animaux, des formes humaines ou animales. Et donc, c'est ce qui correspond à des illusions de type pareidolie. On va aussi utiliser des questionnaires qui permettent de détecter la présence d'hallucinations, d'idées délirantes, mais aussi de phénomènes psychiatriques plus mineurs, comme les sensations de présence, les sensations de passage, dont on a parlé également ce matin. Et on va s'intéresser bien sûr aussi à l'évaluation du sommeil, et notamment des troubles du comportement en sommeil paradoxal, donc ces rêves éveillés avec de l'agitation et parfois des scènes assez avec un vécu plutôt agressif qui peuvent survenir durant le sommeil, qui peut amener parfois à des coups, des mouvements ou bien même des chutes du lit. Et enfin, on va aussi étudier les fluctuations de ces symptômes. Donc, tous les patients auront bien évidemment aussi une batterie neuropsychologique qui permettra de caractériser leur atteinte cognitive de manière détaillée. Et puis, en collaboration donc avec l'équipe du Dr Quadrio, on va mesurer les biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer, et également dans le liquide céphalorachidien les biomarqueurs à la fois de la maladie d'Alzheimer, mais aussi on va pouvoir mesurer l'alpha-synucléine en RT-QuIC afin de caractériser la présence, confirmer en tout cas la présence de maladie à corps de Lévy. Et c'est encore en cours de discussion, mais on va essayer de mesurer aussi la neuromélanine. En termes d'imagerie, donc les patients bénéficieront au CERMEP, donc qui est le centre, la plateforme d'imagerie à Lyon, bénéficieront donc d'une IRM cérébrale pour mesurer bien sûr le signal au niveau du locus coeruleus, mais également de mesurer d'autres structures d'intérêt comme les hippocampes
et également des données un petit peu plus complexes comme des données de connectivité, de perfusion et de diffusion. Et enfin, tous les patients bénéficieront d'une TEP amyloïde et d'une TEP tau qui permet finalement de caractériser de manière topographique les lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc, en conclusion, on espère donc, que cette étude permettra d'améliorer les connaissances sur les bases physiopathologiques des symptômes neuropsychiatriques, puisque finalement, on a assez peu de traitements aujourd'hui. Donc, je rappelle qu'il y a eu les nouvelles recommandations pour la prise en charge des symptômes neuropsychiatriques dans ces maladies, mais malgré tout, les traitements restent quand même souvent pourvoyeurs d'effets indésirables, sont pas toujours aisés à manier et pas toujours efficace malheureusement. Et probablement que l'amélioration des connaissances physiopathologiques sur les symptômes neuropsychiatriques permettra à terme d'avoir une meilleure, en tout cas de développer, d'ouvrir la voie vers le développement de nouvelles molécules, on l'espère. Donc les inclusions de cette étude devraient débuter probablement, on n'a pas encore la date exacte, mais courant 2025. Et on fera probablement appel à vous pour nous aider aussi, pour communiquer autour de cette étude et pour pouvoir démarrer les inclusions pour les patients qui seraient intéressés, évidemment, par participer. Voilà, donc je remercie évidemment, je vous remercie tous et toutes pour votre attention et je remercie l'équipe Neuroprésage du Dr Gaël Chetla à Caen qui coordonne cette étude, ainsi que l'équipe du Centre de recherche clinique à l'hôpital d'Escharpennes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle rapidement, peut-être? Je ne sais pas, on a quelques minutes de retard, mais peut-être quelques questions. Alors, en tant que malade, je voudrais sensibiliser aussi sur le don du cerveau post-mortem. J'ai fait cette démarche depuis 3 mois, puisque j'en ai parlé au professeur Blanc. Et donc, je voudrais sensibiliser les malades et les aidants qui sont dans la salle pour faire cette démarche. Voilà, le corps sera emporté, le cerveau sera dégagé de la boîte crânienne et le corps est redonné à la famille sans qu'ils sachent que le cerveau n'est plus dans la boîte crânienne. Mais ça, c'est très, très, très important. C'est pour la recherche, pour penser aux malades qui vont venir. Donc, faites comme moi, donnez votre cerveau, faites la démarche. C'est quelques papiers à remplir et une carte qu'on a dans son portefeuille à côté de la carte vitale et prévenir ses proches que y a un numéro de téléphone à téléphoner dans l'heure qui suit le décès. Et ça me tient à cœur. Donc j'aimerais que d'autres malades fassent cette démarche pour vous, tous les chercheurs qui vous démenez pour notre maladie. Voilà. J'espère que je serai entendue par des malades et par leurs aidants pour ce don du cerveau post-mortem. Alors oui, c'est vrai que c'est une démarche précieuse pour la recherche en termes de récupération de tissus, déjà pour vérification du diagnostic et puis en termes de recueil de tissus pour la recherche. Alors c'est vrai qu'en culture latine, on a des petites réticences par rapport à la culture anglo-saxonne, mais c'est vrai que c'est un élément important et comme vous le dites, il faut faire une démarche préalable parce que quand on donne son cerveau, il faut que le cerveau soit prélevé dans les heures qui suivent le décès. Et plus vite c'est fait, plus le tissu prélevé va être de bonne qualité. Donc ça s'anticipe. Mais là aussi, c'est une démarche très très personnelle en fonction de ses références culturelles, etc.